tous les problèmes qu'ont les athlètes, je les ai vécus personnellement. Je crois qu'un bon coach mental, ça développe son propre mental. Si j'étais resté chez moi, j'aurais pas eu cette espèce de tourbillon intérieur. Et là, en bas, tu vois une espèce de forme de vide, tellement c'est raide. Mais si j'ai raté maintenant, ça veut dire que peut-être je sais plus faire, peut-être je saurais pas le faire, etc. Quand je fais une erreur, c'est quoi les conséquences que ça a sur le reste de mon run ? Quelles sont les erreurs que je m'autorise à faire ? J'ai repris conscience de à quel point tes pensées peuvent être obsédées par quelque chose. Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Dans cet épisode, je vais vous raconter ma première compétition dans un sport extrême qui s'appelle le snowboard freeride et j'ai galéré de ouf. De la peur de la chute jusqu'à la peur de se blesser en passant par le stress de l'attente avant le départ, je vais tout vous raconter. Pente à 45 degrés recouverte de glace, des requins partout, des gros cailloux qui dépassent, faire un plat-ventre en pleine compétition de snowboard, avoir des pensées obsessives. Vous saurez tout ce qui fait du freeride un sport difficile selon moi. Je fais cet épisode pour les athlètes que j'accompagne à la fois sur le plus haut niveau mondial, par exemple sur le Free World Tour, pour les sportifs aussi qui croient être les seuls à avoir un mental en carton. Je pense que ça leur fera du bien d'entendre mon retour et celui d'autres sportifs. Ça fait du bien d'entendre parfois. Et puis aussi pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble les difficultés en sport extrême. Et enfin pour mes amis qui ont été nombreux à me demander un débrief après cette première compétition en snowboard freeride. Alors, avant de démarrer, est-ce qu'un coach mental, ça a un bon mental ? Vous pourriez me dire, Nathan, t'entraînes plus de 15 médaillés au niveau international. Est-ce qu'il faut avoir un bon mental pour ça ? Tu dois forcément avoir un bon mental, presque on pourrait dire, puisque t'es préparateur mental. C'est une question qu'on se pose souvent, et franchement, moi, j'ai pas envie de faire partie des professions dont on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bon, en même temps, c'est vrai que j'ai toujours eu un mental en carton jusqu'à 25 ans, jusqu'à mes 25 ans. C'est d'ailleurs la date à laquelle j'ai commencé à l'entraîner. Et ce mental en carton, ça m'a largement aidé à devenir un meilleur préparateur mental plus tard, tellement tous les problèmes qu'ont les athlètes, je les ai vécus personnellement. Et bien malgré tout ça, malgré le fait que ça m'a aidé à devenir un meilleur prep mental, d'avoir un mental en carton, je crois qu'un bon coach mental, ça développe son propre mental. Mon intention, c'est d'entraîner les meilleurs skieurs et snowboarders de la planète. Et concernant le freeride, j'en ai déjà presque un dans chaque catégorie, avec Victor Delerue, qui est triple champion du monde de snowboard, Oscar Mandin en ski, avec 3 podiums au plus haut niveau, Estelle Rizzolio, podium aussi. Bref, il ne manque plus qu'une femme en ski pour réaliser mon rêve d'en avoir un athlète dans chaque catégorie du Free World Tour. Et je me suis dit que j'allais moi-même progresser dans la discipline en prenant le départ d'une compète. Alors évidemment, c'était pas le Free World Tour. Il faut se sélectionner avant d'y aller. Et surtout, évidemment, je me suis pas levé un matin avec envie de faire du snowboard. J'en fais depuis que j'ai 14 ans. J'ai été 10 ans moniteur, dont 5 années comme moniteur professionnel. Je me suis formé en Suisse au diplôme du plus haut niveau comme moniteur. Donc voilà, j'étais déjà passionné de snowboard, ce qui m'a permis d'accéder à la compétition. Et quoi de mieux finalement pour comprendre à quoi ils font face ces athlètes au départ des pentes engagées, avec des rochers en dessous et beaucoup d'absence de visibilité. J'y reviendrai, mais la visibilité en freeride, c'est vraiment un problème. Eh bien, je crois qu'il n'y a rien de mieux que ça pour bien comprendre ce qu'ils vivent et pour pouvoir ensuite soit les inspirer à entraîner leur mental, pas avec mon niveau en snowboard, mais justement avec les expériences que je suis capable de traverser, soit surtout pouvoir mieux comprendre à quoi ils font face. Alors, dans l'épisode, ça va venir par étapes, parce que pour moi, la compétition, c'est différentes étapes. Il y a d'abord l'entraînement avant la compétition, puis il y a la veille de la compétition, le jour J et l'après-compétition. Et donc, dans cet épisode, on va voir les différentes étapes. C'est parti, ça commence maintenant. On rentre dans le concret. L'entraînement, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que j'ai choisi de faire de la compétition en freeride, tu vois, depuis ce jour, en janvier, où dans une chambre d'hôtel, j'ai réservé, je me souviens très bien, c'était un soir à 23h, j'ai payé sur le site du Free World Tour, j'ai réservé mes inscriptions, eh bien, je suis beaucoup plus motivé à m'entraîner en snowboard, beaucoup plus motivé notamment à prendre des risques, en fait, à faire des figures qui peuvent être dangereuses et oser donc faire de nouvelles figures. J'ai développé une obsession pour le backflip depuis ce moment-là, parce que je me dis, tiens, en compétition, c'est plus performant si t'es capable de faire le backflip. Et moi, je l'ai depuis longtemps parfait sur airbag, et ça a été
l'élément déclencheur pour oser le faire sur la neige et avoir l'intention de retourner m'entraîner, notamment un peu beaucoup à l'airbag, avec la volonté de le mettre ensuite sur neige. Moralité de tout ça, à l'entraînement, j'ai remarqué immédiatement que avoir un objectif, ça donne du sens à ce que vous faites, ça nourrit la motivation, ça accélère la progression. Et en fait, moi, j'étais déjà passionné de snowboard, j'avais déjà envie de progresser, mais j'en avais pas du tout autant envie que quand j'avais cet objectif très précis dans le temps qui est, là, il y a la compétition de Super Dévoluy qui va arriver et faut que je m'entraîne. Donc ça, c'est la première chose que je vais vous partager déjà sur l'entraînement. Ensuite, la veille. La veille de la compétition, justement, j'ai entraîné à fond le backflip sur une quinzaine de passages sur les airbags de la station de Super Dévolu. D'ailleurs, là-bas, il y a 2 airbags alors que c'est une petite station, ça m'a surpris. Mais c'était génial. Et la veille, j'ai aussi pris du temps pour observer la ligne en freeride. Pour rappel, dans le format de compétition, tu descends une seule fois, une montagne en hors-piste que tu n'as jamais descendue auparavant, et surtout que tu n'as pas le droit de venir la veille ou dans les 30 jours qui précèdent pour aller rider cette face-là. Donc, tu vas vraiment la découvrir. Sauf que le problème en freeride, quand tu descends une face, c'est qu'à cause de la pente dans la face et des volumes, des rochers, des barres rocheuses, etc., tu vois pas vraiment ce que tu descends au moment où tu descends. Donc, il faut repérer la veille, notamment avec des jumelles ou un téléphone, comme moi, on n'a pas de jumelles, et essayer de zoomer très fort. Donc, moi, j'ai pris du temps pour observer la ligne et j'ai vu qu'il y avait une lip, c'est une sorte de saut formé par le vent. J'ai vu qu'il y avait un bon spot pour backflip à cet endroit-là, et donc ça m'a motivé d'ailleurs la veille à m'entraîner, à faire des backs, etc. Et surtout, j'ai dû passer 2 heures la veille à regarder la face et imaginer toutes les possibilités de run. C'était la première fois que je le faisais, c'était ma première compétition de freeride, je rappelle, c'était une qualifier 2 étoiles. J'ai passé 2 heures à imaginer toutes les possibilités de run avant qu'enfin je me dise « Ah oui, c'est bon, tu vas faire cette ligne-là ». Et là, ça m'a rappelé comment les athlètes que j'accompagne, eux aussi, ils passent du temps à imaginer la ligne. En plus, eux, on leur donne des vidéos filmées en drone au plus haut niveau, des photos qui ont été prises par des photographes, etc. Bref, ils ont vraiment beaucoup de contenu pour voir la face sur toutes les formes. Et je comprends l'obsession que ça devient pour eux d'imaginer chaque ligne, d'imaginer chaque saut et la difficulté aussi à prendre des décisions. J'ai vraiment pu vivre ça à ce moment-là. Et j'imagine à quel point pour eux, c'est encore plus dur que ça. Donc, la veille, je fais tout ça et il y a notamment le rider meeting à 19h. C'est le premier moment où je vais ressentir du stress. Je retrouve tout le monde à 19h, on s'assoit, tranquille, tout va bien. Et puis là, il y a un des organisateurs, je pense un pisteur, qui présente la phase, qui présente comment ça va se dérouler, qui présente les 2 starts différents, donc les 2 endroits où ce sera possible de partir dans la phase, qui parle des conditions de neige puisque lui a pu skier cette phase-là justement, et donc il nous transmet des infos sur la qualité de tout ça. Et c'est marrant parce que c'est la première fois que je ressens le stress de la compétition. Avant, j'en avais pas dans la voiture, j'en avais pas en allant sur place, j'en avais pas à l'entraînement. Mais là, dans cette salle, au moment où lui, il décrit le truc, je commence à ressentir du stress. Et je sais que des athlètes que j'accompagne dans ces situations-là auraient tendance à se dire « Oula, mais je stresse, il y a un problème, ça va pas du tout ». Moi, à ce moment-là, je vois plutôt ça comme excitant, en mode « Hey, ça fait au moins 2 ans que t'as pas pris le départ d'une compète ». Retrouver cette excitation-là, c'est vraiment intéressant. J'aime ce qui est en train de se passer en moi. Donc, pendant que les organisateurs présentent la face en photo et décrivent comment ça va se passer, moi, je ressens ça. Et en fait, heureusement, j'en avais déjà vécu une fois à Val Thorens, un rider meeting, puisque avec les athlètes du Frère World Tour que j'accompagne, j'étais allé avec eux dans la salle au moment où on leur présentait la face pour la compétition qui aurait lieu le lendemain. Donc, ça m'a donné un peu d'expérience et de gestion du stress, on va dire. Attention, plein de fois d'ailleurs dans cet épisode, je vais dire j'ai eu du stress, mais c'est pas forcément un problème, j'y reviendrai, je parlais juste de la sensation. Depuis longtemps que j'accompagne des athlètes en freeride, on m'a souvent dit « J'arrive pas à dormir, je pense à ma ligne ». Nathan, comment je peux faire pour enfin dormir le soir? J'arrive pas à m'endormir la veille de la compète, j'arrête pas de penser à ma ligne. Et j'aimerais dire un truc, bon sang la veille, c'est tellement vrai. Ce soir-là, j'étais couché à 22h, parce que je me disais que le lendemain matin, il fallait y être à 8h. Et j'ai remarqué que si j'appliquais pas une technique de préparation mentale pour m'endormir facilement, je restais tellement dans mes pensées, tellement. C'est-à-dire que, spontanément, j'ai visualisé le run d'en haut en bas au moins 20 fois, mais sans effort. C'était pas un exercice où je me disais, vas-y Nathan, va faire ta méditation, va t'asseoir dans un fauteuil, fais ton travail de visualisation. Là, c'est genre mon cerveau qui le faisait automatiquement, j'avais pas le choix, j'étais dans le lit et ça se faisait tout seul. Je me voyais au départ, je voyais les différentes choses, je voyais les différents endroits où j'avais prévu de faire des sauts, la ligne, puisqu'il faut choisir, est-ce que tu tournes à gauche, à droite, est-ce que tu tournes à gauche après ce caillou, avant celui-ci, etc. Les figures, je revoyais tout ça au moins 20 fois, ça se faisait tout seul, comme si mon cerveau il voulait absolument mémoriser la ligne, pas juste la direction dans laquelle
aller, mais aussi quoi sauter, avec quel type de figure. Et, et c'était en fait étonnant pour moi parce que comme je suis pas un compétiteur habitué en freeride, c'est pas devenu une routine que ma vie ressemble à ça. C'est pas devenu, comment dire, habituel. D'habitude, je ne pense pas du tout à ma ligne dans une montagne. Et donc là, de voir que je fais cette activité pour la première fois et d'un coup, pour mon cerveau, ça devient une obsession de mettre des pensées sur ce truc-là, ça m'a rappelé à quel point, quand il se joue quelque chose d'important pour un athlète, et alors imaginez-le encore plus pour ceux que j'accompagne qui, par exemple, veulent passer le cut au Free World Tour ou bien veulent faire des podiums ou veulent réussir en compétition pour continuer d'avoir le soutien des sponsors, etc. Pour tous les athlètes, j'ai repris conscience de à quel point tes pensées peuvent être obsédées par quelque chose. Alors, la chance que j'ai, moi, dans ce moment-là, c'est que comme je suis préparateur mental, je sais un peu comment m'y prendre quand je m'aperçois que ça, c'est en place, quand je m'aperçois que ça m'empêche de dormir et que si je continue comme ça, je vais pas dormir de la nuit. Et je peux, dans un premier temps, et c'est une chose que j'aime bien faire en tant que préparateur mental, c'est juste de vivre l'expérience, tu vois, de pas appliquer de technique ou chercher à changer les choses, juste observer. Ah bah tiens, mon corps et ma tête sont en train de fonctionner comme ça dans ce moment. Et c'est pour ça que je peux vous raconter ici le stress que j'ai vécu et ces expériences-là, non pas que je sois en contrôle de tout, évidemment, mais aussi que j'ai eu envie de laisser spontanément apparaître ce qui pouvait apparaître sans chercher à le gérer. Donc c'est pas dès que j'ai été stressé, je me suis dit, vas-y, là, attends, faut que tu arrêtes de stresser. J'ai vraiment voulu vivre l'expérience à fond. Et à ce moment-là, au bout d'un moment, je me dis, pour être bon à la compétition de demain, quand même, ça serait bien de dormir. Donc quand j'ai pensé que c'était assez et qu'il fallait que je dorme, la technique était assez simple. En un, c'est d'accepter certains doutes, d'accepter que certains doutes sur la ligne soient encore présents, accepter finalement toute l'absence de décision qui me restait parce qu'il y a une partie de la ligne que j'avais pas pu reconnaître la veille parce que j'avais pas compris que la compétition partait de si haut quand ils ont envoyé la photo de la face. Et par conséquent, dans ma tête, j'avais encore plein de questions. Et en fait, ces questions-là empêchent de dormir puisque l'incertitude, c'est quelque chose qui va éveiller un certain niveau de stress. Et à ce moment-là, en fait, j'ai juste choisi d'accepter de pas savoir, d'accepter que certaines décisions n'étaient pas prises, d'accepter qu'à certains endroits, je savais pas encore où est-ce que je passais, et de choisir de gérer ça demain. Et croyez-moi, pour les athlètes que j'accompagne, ça fait du bien quand ils peuvent faire ce choix-là aussi. Et en deux, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai focus mon attention sur autre chose pour trouver le sommeil. Ça, c'est super efficace. On ne peut pas ne pas penser à quelque chose, mais on peut encore penser à autre chose. Et donc, au moment où, dans mon lit, j'arrivais pas à dormir parce que je pensais tout le temps à la ligne, d'un coup, je me suis concentré sur ma respiration et sur les points de contact que l'air fait avec ma bouche quand il respire. Et puis, je me souviens pas ce qui s'est passé puisqu'après, je me suis endormi facilement, tout simplement. Ok, le matin, boum, là, c'est le lendemain, je me réveille et tout va bien. Déjà, ça, c'est cool. Petite sensation d'excitation. Je crois que c'est logique le jour de la compétition. Je ressens déjà ça au réveil. J'ai même pas encore pris le petit-déj. J'ai un peu d'excitation, un peu de stress en moi, là, c'est cool. Dans ma chambre, je m'échauffe articulairement parce que c'est selon moi la meilleure façon de faire. Que c'est difficile sur la montagne de bien s'échauffer parce qu'une fois que t'es parti, t'as pas vraiment déjà avec les boots et le pantalon, des fois c'est vraiment pas facile de bien s'échauffer d'un point de vue articulaire. Donc je fais ça à la maison tout en sachant qu'après il y aura un temps dans la voiture, il y aura un temps sur le télésiège. Je vais me refroidir, mais je trouve qu'on va appeler ça l'espèce de déverrouillage articulaire du matin. Fait vraiment une grande différence. Donc je fais ça. Je mange un petit déjeuner bien protéiné parce que je sais que la compétition, ça va être long. Moi, si je pars de l'appart à 8h et que de toute façon, le départ pour moi sera pas donné avant au moins 13h parce que j'ai le dossard 84, il va falloir que j'ai pas faim au moment où je pars. Et je veux pas compter sur le stress pour ça, je veux compter sur le fait d'avoir bien mangé. Donc voilà, j'ai des œufs au petit-déj, etc. Bref, ensuite, je roule 20 minutes, je m'équipe, je prends les 2 télésièges et je vais au face check. Là-bas, on me prête des jumelles. C'est un peu la première fois que je m'en sers. D'ailleurs, je galère à m'en servir. J'ai tout le temps mes yeux qui clignent et tout. Je vois pas très bien. Sur le coup, je me dis que c'est un peu la honte de pas savoir utiliser des jumelles. Mais bon, j'ose quand même le dire dans ce podcast. Et je me rends compte que toute une partie de la face, en fait, est cachée par un volume. Puisque la face, ça descend. Et après, en fait, ça remonte énormément. Et donc, toi, quand tu es en bas aux jumelles, tu vois pas du tout ce qu'il y a dans le trou. Et donc, il y a plusieurs sauts. C'est ce que disent les riders qui descendent. Parce que moi, je suis 84 à passer. Donc, les premiers skieurs qui descendent, je leur pose la question de commencer. Et apparemment, il y a des sauts et tout. Il y a tout plein de trucs que d'en bas, je vois pas. Et donc là, ça continue d'ajouter de l'incertitude, mais c'est pas grave. Ensuite, je pars m'échauffer en snowboard, donc avant de monter à pied en haut de la face. Et au moment où je fais ça, je rencontre 3 autres snowboarders qui portent le bib, le maillot de la compète. On prend le télésiège les uns après les autres. Et quand on arrive en haut, je les vois partir sur une autre piste, un autre hors-piste ailleurs dans la station. Et ils partent faire un backflip sur une lip. Donc il y a un espèce de saut formé par le vent en hors-piste. Et il y en a un qui passe qui fait le backflip, un deuxième qui passe qui fait le backflip. Et là, moi, je l'ai jamais pris ce saut, je sais pas ce qu'il y a dans la réception. Mais eux, ils savent, c'est ce qu'ils me disent, ils l'ont déjà fait avant.
Et donc, à ce moment-là, c'est stressant pour moi, mais je les suis et je réfléchis avant de me lancer parce que j'aime pas lancer une figure alors que j'ai jamais vu la réception. Parce qu'évidemment, à la réception, si tu vois pas quelle est la déclivité de la pente, si tu vois pas est-ce qu'il y a des rochers ou pas, est-ce que ça tape ou non, bref, tant que tu l'as pas vu, t'es pas vraiment en confiance. Mais je me rappelle que justement, c'est ça le principe de la compétition en freeride, c'est de ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière au moment où tu lances. Alors en principe, tu as reconnu avec des jumelles, etc. Mais de toute façon, quand tu arrives sur le saut, tu vois pas la réception. Et donc, je me lance, je fais le bac et ça passe. Alors je pose un peu les fesses, hein, voilà, je l'ai pas plaqué parfaitement pour être honnête. Mais déjà, ça fait des années, ça datait de l'Australie en 2018, que je n'avais pas fait un backflip sans airbag. Donc à ce moment-là, je suis content de l'avoir mis. Et du coup, je me prépare pour la compète. Je prends le téléski avec eux, je fais plusieurs passages. Et ça devient un peu une obsession pour moi de me dire, faut que j'affine mon backflip pour pouvoir le faire pendant la compétition. Et donc, au total, j'en fais 4, pas parfaitement réussi, mais c'est pas grave. J'arrive à garder la confiance sur le fait que je serais capable de le faire pendant la compète. Et ça, c'est un truc que j'aimerais souligner par rapport aux athlètes avec qui je travaille, c'est que souvent, un athlète qui rate avant la compétition, il va tout remettre en question en mode, oh, mais si j'ai raté maintenant, ça veut dire que peut-être je sais plus faire, peut-être je saurais pas le faire, etc. Et à ce moment-là, moi, j'arrive vraiment à faire la différence entre les deux, à me dire, ok, c'est pas parce que maintenant ça n'a pas marché, que plus tard, tout à l'heure, ça va pas marcher. Il y a toujours un moment, ça marche pas. Et je sais pas si c'était le choix le plus stratégique, on verra tout à l'heure, de faire un backflip pendant le run, mais en tout cas, le fait d'avoir raté maintenant, je crois, ne doit pas m'enlever la confiance d'être capable de le faire très bien plus tard. Et donc, demandez-vous si vous m'écoutez là, est-ce que quand je rate un truc, après je me dis, du coup, je vais pas réussir à le refaire. Et d'ailleurs, parfois, pour les athlètes, ça se produit sur plusieurs compétitions, hein. Si j'ai raté à une compétition, alors la prochaine, j'en ai peur. Imaginez au tir au but ou au lancer franc. Si j'ai raté, je me dis que le prochain, je vais le rater à nouveau. Et j'avais félicité d'ailleurs Victor Delerue pour ça, Victor, si tu m'écoutes, parce que j'avais trouvé ça très inspirant qu'à la compétition à Val Thorens, il tombe 2 fois dans la face, et pourtant, quand il retourne au Canada la semaine d'après, il envoie un gros run avec 3-3-6 à l'intérieur, sans, on a l'impression, se poser de questions sur le fait que il pourrait tomber à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant d'être capable d'oser autant après avoir chuté autant, comme si on était capable de rapidement passer à autre chose sans que la chute ne remette en question est-ce que dans le futur j'y suis capable ou pas. Donc gros mental pour ça, bravo. J'essaye d'appliquer l'état d'esprit du champion du monde. Donc à ce stade, on est avant le départ de la compète, et moi j'ai réussi mes 30 derniers backflips sur airbag, j'en ai fait une quinzaine la veille, l'autre quinzaine dans le mois qui précède, et j'en ai pas réussi un seul des 4 que j'ai fait sur la neige. Pourtant, j'ai une grande confiance sur le fait que ça va le faire pendant la compète. Peut-être une trop grande confiance, mais en tout cas, c'est comme ça que je me sens. Et pourquoi je ressens ça? Parce que je crois que je peux être meilleur en compétition qu'à l'entraînement. Déjà, c'est ça, avoir un bon mental après tout. Vous savez, on dit souvent d'un athlète qui rate en compétition qu'il n'a pas le mental. Mais je pense qu'à l'inverse, ceux qui développent un bon mental sont ceux qui, en compétition, vont pouvoir se surpasser, faire même mieux qu'à l'entraînement. On le voit, il y a plein de sports dans lesquels c'est en compétition que les records sont battus. Je pense à la natation, au saut à la perche, etc. Donc, en théorie, les conditions de la compétition sont celles qui sont les plus favorables pour performer le plus. Et donc, on peut très bien imaginer, d'ailleurs, c'est souvent arrivé en snowboard freestyle, qu'il y ait des nouveaux tricks qui soient plaqués pour la première fois en compétition, etc. Et donc, moi, même si j'avais pas du tout un bon mental quand j'étais plus jeune et que, notamment, les compétitions de snowboard cross ou de basket, c'était vraiment terrible le jour J, ça marchait beaucoup moins bien qu'à l'entraînement, eh bien, mes 2 dernières compétitions de wakeboard ont eu lieu ces dernières années. Et à ces compétitions-là, j'en ai fait une par an pendant 2 ans, je crois, enfin, vraiment pas grand-chose. Mais j'ai été très étonné d'aller à la compétition wake et d'être bien meilleur qu'à l'entraînement. C'est-à-dire que quand je faisais du wakeboard, d'habitude, il fallait faire une grosse figure à un endroit du lac, et puis les autres endroits du lac, t'attends la fin du tour pour aller refaire ta grosse figure sur un module du lac. Et là, en compétition, ce qui est difficile en wake, c'est que sur chacun des modules, il faut faire ton meilleur tricks. C'est comme ça que tu peux marquer le plus de points possible. Et moi, à chacune des compétitions que j'ai faites, les 2, j'avais réussi à faire non seulement mes meilleurs tricks, mais en plus à les enchaîner du début à la fin du tour, sans tomber, pourtant en ayant choisi mes tricks les plus difficiles sur chacun des modules. Et j'avais vraiment été surpris pour ça justement de la qualité que ça m'avait donné d'être stressé en compétition. J'ai eu l'impression que ça m'avait aidé à surperformer. Et là, c'est exactement ce que je cherchais à faire. Alors là, c'est l'heure d'aller au start. Et pour ça, il faut marcher une phase qui est super raide. Heureusement, la veille, ils ont fait des traces de pas. Mais même en mettant les traces de pas, j'ai eu l'impression de faire des box step-up au CrossFit, tu sais, quand il faut marcher sur une box de 60 cm de haut, là. Et j'ai eu l'impression d'en faire 200. Alors d'ailleurs, à ce moment-là, c'est le prep physique en moi qui s'active. Je me dis, comment je peux monter ça sans être cramé en haut? Parce qu'après, quand tu fais du snowboard en descente, mais que t'as plus de jambes, pense pas à faire un saut de qualité, quoi.
Et donc, je me dis comment être en forme en haut et pas me fumer les cuisses avant la descente. Et ma stratégie à moi, c'est plutôt que de faire un effort lent et de monter d'une traite jusqu'en haut, je pense qu'il y avait bien 15-20 minutes de marche. Ben, plutôt que de faire ça, c'est de monter assez fort, puis faire une pause et récupérer, parce que de toute façon, musculairement, ça brûle trop tellement c'est raide et que ça demande de force pour moi de monter sur une jambe puis sur l'autre dans la neige. Et donc, je fais plutôt un effort qui alterne entre force, repos. Et à ce moment-là, je sens que c'est pas du tout en train de me cramer, en fait, que ça va. Alors que si j'avais voulu monter sans faire de pause, musculairement, ça m'aurait vraiment brûlé. Et donc, bah voilà, dans le freeride, je pense que comment est-ce que tu montes en haut de la face si on t'amène pas en hélicoptère comme parfois sur le Freeride Tour? Et ben, c'est vraiment une dimension importante de l'effort. Et le plus souvent, on a tendance à dire aux gens qu'il faut un rythme lent et constant. Mais je crois que c'est pas toujours vrai selon l'intensité, en fait. Et par exemple, au CrossFit, il vaut mieux pas être toujours lent et constant. Si tu as de l'haltérophilie à faire, il vaut mieux être explosif, puis avoir de la récupération. Et donc, j'ai essayé d'intégrer un petit peu les mêmes choses dans cette pente-là. Là, j'arrive au sommet. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand j'arrive au sommet, il y a plusieurs riders qui sont là, avec des dossards, je pense à 88, 90, 94, etc. Des gens qui partaient après moi, qui étaient déjà là-haut, je sais pas depuis combien de temps. Et quand j'arrive au sommet, en respirant super fort, parce que la pente est encore plus raide là-haut, hein, ça devait être 40, 45 degrés, il y en a un, il me dit « Ah, tu fumerais pas par hasard ?» Il voulait une clope. Et à ce moment-là, je me rends compte que j'ai pas dû être très sympa à ses yeux, parce que je lui dis « Ah bah non, je fume pas, et là, surtout, après ça, je vais pas me mettre à fumer maintenant. » Et en fait, je pense qu'il aurait pu le prendre comme un jugement envers lui, en mode « Mec, il faut pas fumer, c'est pas bien de fumer. » Alors que ce que je voulais juste dire, c'est que c'était tellement dur de monter jusqu'en haut, et j'ai le cœur à 200, que j'ai aucune envie de respirer autre chose que l'oxygène bien frais à cette altitude. Bref, là, tu commences à sentir un peu dans quel état je suis au moment où j'arrive au sommet de la face, au moment où j'arrive au start A. Et ce start, il est pas très sympa parce que, en fait, tu peux à peine te tenir debout, hein. Il y a une langue de neige qui doit faire 30 cm de large. T'as même pas la place de mettre les deux chaussures l'une à côté de l'autre. Et donc, il faut que tu attendes là pendant au moins, moi j'ai attendu au moins 30 minutes là-haut, sans pouvoir bouger, t'es serré sur ce départ-là. Et en fait, ça va ajouter au stress parce que du coup, tu peux pas vraiment. Déjà, moi, je pensais que j'allais m'échauffer, tu sais, je sais pas, faire des pompes, faire des squats. Bah là, sur cette zone-là de la face, et tu peux à peine bouger, hein. Donc, oui, vous allez me dire, j'étais déjà échauffé auparavant en faisant la montée. Mais là, quand tu passes 30 minutes à attendre, bah en fait, c'est bizarre parce que ton corps, il passe de j'ai fait un gros effort pour monter jusqu'ici à d'un coup, je bouge plus pendant 30 minutes. Et au moment du départ, bah, il va falloir que j'envoie du gros. Et donc, c'est un peu difficile du point de vue de l'échauffement. Mais c'est pas grave, j'essaie de trouver une solution. Et je vois les autres autour de moi qui sont assez discrets. En plus, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'extraverti ou de très sociable, mais je me vois, moi, c'est un peu ma stratégie de coping à ce moment-là, c'est la façon de gérer le stress. Je me vois, moi, sourire avec les autres, faire deux, trois blagues, rigoler, commenter un ou deux trucs, être en fait assez sociable et je sens que ça me fait du bien d'avoir ce lien-là avec les autres, alors que eux sont assez discrets. Et ça me surprend parce que je me dis, je suis tombé sur des introvertis comme moi d'habitude. Soit ils ont une façon bien à eux de gérer le stress, hein. D'ailleurs, ça fait penser à celui qui m'a demandé une clope dès que je suis arrivé en haut de la face. Et donc, quand j'arrive là-bas, j'attends, et bientôt, ça va être à mon tour. Et tu sais, plus c'est bientôt ton tour, plus il y a le stress qui monte, plus ça se rapproche, hein. Il y a 10 dossards avant toi, 6 dossards avant toi, 5, 4, 3. Donc là, tu vois les autres qui partent, et tu sais qu'à chaque fois qu'ils partent, ça dure environ 1 minute 30. Et après, ça se rapproche de ton tour, tu mets tes fixations, ta planche. Et en fait, dans tous ces moments-là, alors que souvent, je suis celui qui critique quand même la respiration et la visualisation, en tout cas les approches de préparation mentale, qui ne consistent qu'à avoir des techniques psychocorporelles pour se sentir mieux. Moi, ce que je crois, c'est que dans la préparation mentale, ce qui est efficace, c'est d'aller bosser sur ses peurs, son identité, ses croyances. Et ben, dans ce moment-là, je suis pas en train de remettre en question ma vie ou de me poser des questions pour savoir pourquoi je fais ça et tout. À ce moment-là, j'utilise une technique de respiration extrêmement efficace. C'est j'inspire pas longtemps, j'expire longtemps. Et ça va avoir un effet sur le système parasympathique qui est que, en fait, quand tu as une expiration longue, ça va avoir tendance à calmer le système d'activation. De la même manière, je pourrais aussi avoir une inspiration longue et une expiration longue, ça marche aussi, type cohérence cardiaque. Et donc, dans ce moment-là, moi, je suis au départ, je suis stressé, surtout que ça va bientôt être mon tour, et que depuis tout à l'heure, j'ai remarqué une chose, c'est que devant moi, déjà, ça fait longtemps que je n'ai pas descendu une pente si raide, parce que tu peux faire toutes les pistes noires du domaine que tu veux, ça ressemble pas au début de cette compétition de freeride avec une pente, je pense, qui doit être à 40-45 degrés. Et avant moi, il y a déjà eu plus de 50 passages. Et du coup, le départ, bah, dis-toi bien, ça ressemble à ça. Imagine, tu es debout, tu tournes ta tête vers le bas, enfin, tu penches ta tête vers le bas, tu regardes.
Et là, en bas, tu vois une espèce de forme de vide, hein, tellement c'est raide. Sauf que devant toi, quand tu vas partir, il y a une grosse plaque de glace qui est le fait que tout le monde a dérapé. Et donc, sur les 3 premiers mètres, c'est que de la glace. Et après, il faut réussir à prendre un virage à droite. Sinon, en dessous, il y a un énorme rocher pointu qui sort de la montagne et qui t'attend. Et là, quand tu te dis que ce rocher-là, si jamais tu n'arrives pas à l'éviter parce que tu rates ton virage vers la droite et que tu fonces vers le rocher, déjà, le rocher, limite, il te fait face, hein. C'est-à-dire que c'est limite un angle à 90 degrés, le truc. Si tu arrives à passer par-dessus le rocher, tu atterris sur les riders qui attendent patiemment en dessous au start numéro 2. D'ailleurs, moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'étais monté au start numéro 1, même s'il avait l'air plus difficile, en me disant, bah vas-y, c'est une compétition de freeride, j'en fais pas souvent, moi je suis là pour progresser, je veux faire le départ le plus dur des deux. Donc j'y monte, je vois ça avant de partir, je vois cette plaque de glace, je vois ces rochers énormes qui sortent comme une pointe, et les gens qui sont en dessous, et je me dis, bah non, il faut pas que je prenne le risque de leur foncer dedans. Et donc, au moment du départ, au lieu de me faire confiance, parce que je sais un peu faire du snowboard quand même sur la glace. Un snowboard, ça tient pas très bien sur la glace, mais en gros, la technique, c'est assez simple. C'est, il faut glisser dessus, et là, il y avait un rebord de neige, parce que tout le monde avait tassé la neige, ça fait comme un bourrelet. Et au moment où tu vas arriver sur le bourrelet, bah boum, d'un coup, ça va diriger à droite. Et donc, dans ce moment-là, première mauvaise idée que j'ai, je me dis, ah non, faut pas que je passe par la glace ici, parce que j'ai peur de finir dans le rocher. Donc, passe plus à droite, là où il y avait encore de la neige. Mais souvent, hein, dans ces sports-là, quand t'évites un piège, tu tombes sur un autre. Et donc, d'un coup, ma planche, elle se coince, ça se met un peu à sauter d'une marche à l'autre, parce qu'évidemment, d'un coup, je rattrape la trace des gens qui étaient en dessous. Et là, ça tape. Et je me disais, je sais que tu perds des points dans la compète si tu poses les mains, si tu touches les mains. Ce qui peut-être d'ailleurs est faux, hein, quand t'es debout comme ça. Mais à ce moment-là, je me dis, il faut pas poser les mains. Et en fait, la face est tellement raide que pour poser les mains, c'est simple, hein, il suffit que je mette les mains sur les côtés, quoi. J'ai pas besoin de baisser les mains. La face est à côté de mon épaule, quoi. Et donc, j'essaye de pas toucher la face, et là, je me retrouve à m'asseoir sur les fesses, parce que c'était un départ en backside, là, sur les talons. Et donc, déjà, ça commence mal, puisque au lieu de m'engager dans la pente, et ben, comme j'en avais un peu peur de faire une erreur, je me retrouve d'un coup à cul. Et donc là, j'utilise mes mains pour me relever et m'engager dans la pente. Et avec du recul, je me rends compte que dans ce moment-là, j'étais pas concentré sur comment rider, j'étais concentré sur comment éviter de perdre des points parce que je risque de toucher les mains. Ce qui en soi est une façon de rider, c'est-à-dire comment ne pas mettre les mains. Mais est-ce que c'est la façon la plus aidante ou pas? Ben, franchement, la question se pose. Et donc, le run se déroule, je suis en haut, il y a la partie très raide de la phase qui doit faire, je pense, 45 degrés. Là, je déclenche un virage, je galère un peu sur mes orteils, ça tape. Je continue. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur la suite de la neige, c'est que c'était comme de la neige poudreuse, sauf qu'elle avait réchauffé. Et en même temps, il y avait des trous dedans parce qu'il y avait déjà 83 personnes qui étaient passées avant moi. Et en même temps, elle avait un peu regelé aussi parce qu'il faisait froid là-haut. Et donc, ça tapait, etc. Et finalement, j'ai eu l'impression de descendre toute la face, comme si j'étais en switch, mais avec mon bon pied. Je me suis retrouvé en arrière, j'essayais de sauter par-dessus des trucs, parce qu'en fait, ce jour-là, il n'y avait même pas de barres rocheuses, les trucs qu'il y avait à sauter, c'était des requins qui restaient pour montrer qu'en gros, tu sais faire des sauts. Parce que la plupart de la face, elle était comme ça, en fait. Il n'y avait pas de barres, il y avait juste des vieux cailloux qui étaient là, qui étaient pas recouverts de neige. Donc il y a des endroits où j'essaye d'aller et de sauter par-dessus, mais ça fait pas un saut net, comme quand tu sautes d'une falaise. Là, il faut vraiment... comment dire, faire un ollie par-dessus et faire un saut vers l'avant plutôt que vers le bas. Enfin, je sais pas exactement comment décrire. Et donc, quand j'atterris dans la neige, je me rends compte que j'ai du mal à contrôler mon snowboard. Un petit peu comme si j'étais en mode survie tout le long. Et ça me fait penser d'ailleurs à Victor Delerue dans un podcast avec Extraterrien qui disait que pour sa première compétition de freeride où il est tombé, il avait l'impression de rider avec un balai dans le cul. Et moi, à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de ne pas être à l'aise sur mon snowboard et d'éviter qu'il se passe un truc, d'être un peu trop en arrière, comme si j'avais peur de tomber vers l'avant. D'ailleurs, je savais qu'en bas du run, je voulais faire un backflip sur la lip. Et c'est amusant de remarquer que pendant le run, c'était complètement OK pour moi de rater le run. C'était OK de pas marquer de points, c'était OK de tomber sur le backflip, mais c'était pas du tout OK de tomber sur un virage. Sans doute parce que je me disais, attends, moi, le snowboard, ça fait longtemps que j'en fais, les virages, j'ai pas de problème avec ça, je fais des virages carving et des sauts et tout partout dans la station, j'ai pas de problème avec les virages. Sauf que là, ce jour-là, dans des conditions de neige pourries, en fait, je suis en difficulté avec mes virages, et je me retrouve à faire toute la face un peu en mode défensif. Je me suis revu en vidéo, d'ailleurs, on dirait que j'avais pas d'énergie dans mon snowboard, c'était un peu mou. En fait, c'est comme si j'évitais de rider, quoi. J'étais en mode, j'essaye de pas faire d'erreur avec ma planche. Alors, très bien, hein, j'ai réussi à tenir debout. C'est-à-dire que même dans les réceptions des sauts, du coup, j'étais un peu en arrière. J'ai pas risqué de planter l'avant. Mais
réception des sauts, hop, après je fais assez rapidement un virage derrière. Et au lieu d'enchaîner plusieurs virages, j'essaye de contrôler mon virage pour pas tomber dedans. Bref, je fais ces erreurs que font probablement un compétiteur débutant en mode, je vais faire défensif. Et sauf qu'à ce moment-là, je sais pas vraiment si le problème il est sur la dimension mentale ou technique, dans le sens où il y a une partie de moi à la fin de la course qui se dira ah t'as ridé comme ça juste parce que techniquement t'étais pas assez fort pour pouvoir amortir cette espèce de poudreuse réchauffée avec plein de trous des autres riders puis regelée par derrière. Mais en fait, quand je repense à la course, je vois bien que j'étais tout en arrière et surtout que je me disais il faut pas tomber. J'ai essayé de rester debout sur la planche. Et ça, pour ceux qui connaissent pas le snowboard, ça t'empêche de mettre du poids en avant et de pouvoir du coup bien contrôler la planche, bien la rentrer dans la neige, faire tes appuis, etc. Donc je fais ce run et j'arrive presque en bas en ayant eu l'impression tout le long de faire du snowboard en marche arrière, en switch. J'avais prévu de faire des figures. En fait, je fais juste des sauts timides par-dessus les trucs, tu vois, en mode il y a un obstacle, là, il y a une bande de requins. Je saute par-dessus, mais je gratte pas la planche, je monte même pas les genoux. Je suis en mode survie un peu, quoi. Et quand j'arrive en bas, j'arrive sur le backflip. Et alors là, ce qui est marrant, c'est que j'avais pris la décision avant d'aller faire cette figure, qui pour moi, je sais pas si le terme c'est dangereux, mais qui est vraiment difficile. J'avais pris la décision de le faire quoi qu'il arrive, parce que je savais que s'il fallait que je décide au dernier moment, en arrivant sur le saut, selon si je me sens bien ou pas, je savais que j'allais pas être prêt à le faire. Il y a des choses, entre guillemets, il faut les décider avant de partir. Sinon, si tu décides une fois que t'es parti, t'as le temps de refaire 1000 fois la décision dans ta tête et d'arriver de travers complètement sur le saut. Et donc, moi, il me semblait que j'étais bien, sauf que la lip, elle remontait beaucoup. Il y avait une pente montante assez longue. Donc, j'ai perdu beaucoup de vitesse dans la montée. Et finalement, au moment où j'ai envoyé le backflip, j'aurais sans doute dû l'annuler parce que j'avais pas la vitesse pour le faire. Mais dans ma tête, c'était en mode, vas-y, je vais le faire. Et donc, j'ai envoyé le backflip. J'avais pas assez de airtime. Et en l'air, je me suis retourné parce que j'ai senti que j'allais pas avoir le temps de le tourner, quoi. Ce qui fait qu'au final, je me suis mis un plat ventre après une demi-rotation de backflip. Je me suis pas du tout fait mal, je suis reparti immédiatement. D'ailleurs, à propos de repartir immédiatement, ça me permet de mettre quelques mots là-dessus. En snowboard, on se retrouve dans une situation où tu peux tomber facilement, et notamment en snowboard freeride dans les compétitions. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à aller regarder celle du Freeride World Tour. Vous allez voir que les athlètes, ils tombent beaucoup, et là, sur la dernière compétition qui a eu lieu en Géorgie, c'était samedi d'ailleurs, le jour même où moi j'ai fait la compétition, en France, eux, les athlètes du Freeride World Tour, ils étaient en Géorgie. Et ce que j'ai pu voir en snowboard, c'est pour certains athlètes, à partir du moment où ils étaient tombés, rider jusqu'en bas, après avoir fait une grosse erreur, rider jusqu'en bas comme si c'était terminé. Peut-être péter un câble ou peut-être juste arrêter de rider en mode de toute façon c'est mort, je pourrais pas faire le run que j'avais prévu, donc j'arrête. Sauf que dans cette compétition-là en Géorgie, il y a énormément d'athlètes en snowboard hommes qui sont tombés et donc à la fin, finalement le classement c'était presque un classement des juges entre tous les athlètes qui sont tombés, qui a fait le plus gros run en dehors de sa chute, qui a fait le meilleur run avant et après sa chute. Puisqu'évidemment, si tu chutes, tu pourrais croire que c'est fini pour toi, mais en fait, si tout le monde chute aussi, c'est pas fini pour toi. Et donc, la fierté que j'avais, moi, dans ce moment-là, c'est que avec les erreurs que j'ai fait, que ça soit tout en haut du run ou à la fin, je me suis relevé, je suis parti immédiatement et je me suis reconcentré maintenant sur la suite du run, sans que ça reste dans ma tête, sans me dire, un peu comme les skieurs que j'accompagne parfois en alpin, s'ils font une erreur à la 4e porte, ça va leur rester dans la tête jusqu'à la 20e. Et souvent, d'ailleurs, ils n'arrivent pas à la fin du tracé, puisqu'ils sont encore bloqués dans la tête sur cette erreur qu'ils ont fait. Donc ça me paraît vraiment une dimension importante en freeride, d'être capable, quand tu fais une erreur ou quand tu as une chute, etc., de pas abandonner à ce moment-là et de continuer de faire de ton mieux jusqu'en bas. Alors évidemment, dans certaines conditions, par exemple en ski, si tu déchausses, là, tu n'as plus le droit de continuer. Mais a priori, une chute ne t'empêche pas du tout de faire la suite de ton run et peut même avoir des conséquences importantes sur le classement final, comme c'était le cas samedi en Géorgie pour la compétition du Freeride World Tour dont je parle. Donc, je pense qu'un aspect super important à soulever dans le freeride, le snowboard freeride, c'est quand je fais une erreur, c'est quoi les conséquences que ça a sur le reste de mon run? Est-ce que je peux quand même rider le reste de mon run au mieux possible ou est-ce que je suis encore dans ma tête avec cette erreur-là? Voire même, j'ai abandonné la suite du run, je descends en bas sans rien faire tellement je suis saoulé ou déçu. Bref, là, c'est le moment où j'arrive en bas du run et je suis embêté parce que franchement, j'ai pas pris de plaisir. Et ça, c'est un aspect super important, je crois, dans la performance. Si vous demandez aux athlètes qui performent comment ils se sont sentis, la plupart du temps, à part peut-être sur des sports d'endurance où le but est de se faire mal, on va dire, souvent, et vous me direz si je me trompe, mais souvent, les athlètes qui performent, notamment dans les sports extrêmes, sont des athlètes qui vont arriver en bas en disant « Waouh, j'ai pris du plaisir ». Et moi, à ce moment-là, j'en avais pas, parce que j'ai eu l'impression d'être en survie tout le long de la descente. Et j'ai le sentiment que si je devais la recommencer, j'aimerais la faire autrement, cette descente.
prendre plus de risques de tomber, notamment dans les virages. Parce qu'en fait, si tu tombes en faisant un virage, c'est dommage pour les points, mais en soi, tu vas pas te faire mal parce que tu tombes dans de la neige, surtout si la pente elle est raide. Enfin, franchement, ça va. Et donc, j'aurais aimé prendre plus de risques avec ça, puisque de toute façon, j'étais OK avec le fait de pas marquer de points dans cette compétition. C'était ma première, je venais pas pour le classement, etc. Donc finalement, je me trouve un petit peu, j'allais dire débile. Je trouve ça dommage que j'ai complètement accepté la chute sur le backflip en bas avant même le départ du run, mais que j'avais pas accepté la chute sur le reste du run. Et donc, une question que j'aimerais transmettre si tu fais de la compétition ou que tes athlètes en font, c'est quelles sont les erreurs que je m'autorise à faire? Et ouais, parce que souvent on se demande c'est quoi que je dois faire absolument bien, mais on se demande pas c'est quoi les erreurs que je m'autorise à faire. Alors, après le run, et pour terminer cet épisode qui n'est pas encore fini, après le run, comment ça se passe? Dans ma tête, immédiatement, il y a évidemment le débrief négatif qui vient, et je pense que ça, tous les athlètes le font, surtout quand ils ont le sentiment d'avoir raté ou fait moins bien que ce qu'ils pouvaient faire. Là, d'un coup, me reviennent tous les moments où, tu sais, à chaque instant, j'ai pas eu exactement le comportement que j'aurais voulu, les endroits où j'ai senti que j'ai galéré, les virages où j'ai trop dérapé alors que j'aurais voulu mieux traverser, les moments où ça a tapé dans les jambes et où j'ai du mal à garder le contrôle, le saut où j'ai pris la mauvaise décision, bref, toutes ces choses-là, tout me revient. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de pensée obsessive, c'est marrant parce que c'est pas mon métier de faire des compétitions de freeride, mais dans les heures et les jours qui suivaient, jusqu'à lundi, là, aujourd'hui, j'ai eu des espèces de réminiscences, je sais pas comment appeler ça, j'ai eu des moments où ça revient, les erreurs que j'ai fait. Soit en mode, ah ouais, il y avait cette nouvelle erreur-là, je m'en étais pas rendu compte, mais il y a ça que j'ai fait. Soit en mode, sans arrêt, les mêmes erreurs reviennent dans ma tête. Alors évidemment, si vraiment je voulais faire l'effort en tant que prep mental de moins ressentir ça, je saurais comment le faire. Mais j'avais aussi vraiment envie de vivre cette expérience à fond, de me laisser toucher par cette expérience, de me laisser toucher par le fait d'avoir pas réussi. Et à ce moment-là, c'est OK d'avoir des pensées obsessives à propos de tout ce truc. Ça me permet notamment de vous en parler dans cet épisode de podcast et peut-être de pouvoir mieux accompagner les athlètes pour lesquels je comprends tellement que ça puisse les obséder pendant des jours et se sentir mal pendant des jours quand t'as pas bien réussi ta ligne en fait. Et donc, finalement, après le run, il y a ce débrief négatif qui est présent et qui se fait, lui, spontanément. J'ai l'impression que quand c'était important pour toi ou que tu cherches à progresser ou que tu es tombé, de toute façon, ton cerveau, il va te montrer ce qui va pas, les erreurs que tu as fait, etc. C'est la raison pour laquelle j'avais fait un épisode de podcast, je crois le 51, qui s'appelle « Comment débriefer une Coupe du Monde de snowboard freestyle » avec un rider que j'ai accompagné parce que comme il a pas plaqué au moment de la compète, il voyait toute sa compète comme ratée, tout comme nul, tout comme pas bien. Et le job, ça consiste à justement aller mettre son attention sur les choses que tu as bien faites, même s'il y a plein de choses que tu n'as pas bien faites, et c'est OK, c'est en mettant de l'attention sur ce que tu as réussi à faire que tu peux l'enregistrer et capitaliser pour la première fois, puis la prochaine fois, puis aussi garder un peu de confiance. Et donc, je vais vous parler maintenant du débrief positif que j'ai fait vis-à-vis de moi, parce qu'à ce stade, vous pourriez vous dire « Oh là là, Nathan, ça n'a pas bien marché ton truc, hein. T'étais stressé au départ, t'as pas osé aller rider dans la glace, ensuite tu t'es retrouvé à cul coincé dans la neige. Après, tu as eu du mal à faire des vrais sauts, tu sautais juste par-dessus les obstacles d'une façon un peu moche et pas dynamique. Puis, en plus d'avoir ridé tout en arrière et lentement, t'es arrivé en bas, t'as raté ton backflip, pas terrible. Ouais. Mais il y a quand même plusieurs choses absolument géniales qui sont arrivées pour moi, sur lesquelles j'ai envie de capitaliser pour la suite. Et je vais t'en parler maintenant pour qu'à la prochaine compétition, tu puisses te poser la question, tiens, moi aussi, c'est quoi que j'ai réussi sur lequel je veux construire pour la suite. D'abord, j'étais très heureux que cette compétition-là m'ait fait m'entraîner plus dur en prenant plus de risques, et notamment sur le backflip, que le fait que ça avait lieu aujourd'hui et que j'ai rencontré d'autres riders sur la compétition, ça fait que j'ai envoyé 4 fois le backflip sur la neige, pas sur l'airbag, ce jour-là. Et ça fait depuis 2018 que je n'avais pas envoyé le backflip sur la neige et que je l'avais pas fait ou fait que sur l'airbag. Et donc ça, tu vois, la compétition était même pas partie. J'avais déjà progressé, j'avais déjà marqué des points dans ma tête. Ensuite, je trouve que c'était une expérience hyper intéressante d'arriver en haut de la face, d'avoir ce truc qui est flippant devant toi et de pas savoir exactement comment le gérer, de ressentir du stress à l'intérieur et d'être capable de gérer ça très très bien. C'est-à-dire que même si pendant la phase, j'ai pas ridé exactement comme j'aurais voulu, je me sentais pas avec les jambes qui tremblent, je me sentais pas débordé de stress. J'étais peut-être à un niveau d'activation de 8, 9 sur 10 alors que je voulais être à 7. Et grâce à la technique de respiration, j'ai réussi à régler ça et à faire en sorte qu'au moment où je partais, je pense que j'avais juste le bon niveau de stress pour pouvoir bien rider. Maintenant, à mon avis, techniquement, c'était difficile pour moi les conditions qui étaient proposées parce que j'avais peu l'expérience de ces conditions-là et parce que j'avais fait le choix dans ma tête, conscient ou inconscient, de ne pas tomber sur les virages et donc ça m'a fait faire, disons, de mauvais virages. Donc pour les trucs positifs, il y a ça. Il y a le fait que c'était la première fois que je descendais cette montagne
Et je ne me suis pas perdu, contrairement d'ailleurs à d'autres riders. J'avais visualisé, tiens, quand je vais descendre, comment ça va se passer, quand est-ce qu'il faudra tourner à droite, à gauche, où est-ce que je veux sauter exactement. Et j'ai été capable de faire les bons choix pendant la descente, alors même que je n'avais jamais vu la descente sous cet angle de vue-là avant. Et mon cerveau a un peu bien fait le micmac, quoi. Avant, j'avais vu la face d'en bas, et là, j'étais d'en haut en train de la rider, et j'ai su quand tourner à gauche, à droite, quand est-ce que la barre que je voulais sauter, c'était celle-ci et pas une autre. Et je suis vraiment très heureux d'avoir réussi à repérer assez parfaitement le truc pour savoir qu'est-ce qui, dans cette compétition, a été positif, a été réussi pour moi. Et j'ajoute enfin que je suis très heureux d'être arrivé en bas, et pour le backflip, même si c'était pas la meilleure décision vu la vitesse que j'avais, et ben, d'avoir choisi de le faire, ce qui constitue vraiment pour moi une progression par rapport à mon niveau en tant que snowboarder, de m'être relevé rapidement et qu'à toutes les erreurs que j'ai fait pendant le ride, j'ai réussi immédiatement à les mettre derrière moi. Ça veut pas dire que j'ai pas fait d'autres erreurs en continuant de rider, mais que ça m'est pas du tout resté dans la tête. Je passais à l'étape d'après, à l'étape d'après, à l'étape d'après, au virage d'après, au saut d'après, et tout ça, c'est ok, et je pense que c'est super positif. Voilà, pour terminer, depuis, c'est fou, je repense assez souvent à la compétition, à ce que j'ai raté, mais j'ai l'impression que ça me va parce que j'acquiers des informations intéressantes ou d'autres points de vue. Et en même temps, parfois, je me sens pas présent ici et maintenant parce que j'ai mon esprit qui est à la compétition, qui est en haut de la face ou qui est pendant la face, pendant les erreurs que j'ai faites, ou qui se demande qu'est-ce que je dois faire pour progresser. C'est assez marrant parce que d'habitude, vous savez, on a 60 000 pensées par jour et d'habitude, moi, mes pensées, elles vont vers le business, tu vois. J'ai plein d'idées en entrepreneuriat, j'ai sans cesse des nouvelles idées de stratégie marketing, de publicité, de projets que je pourrais créer, de rencontres que je pourrais faire, etc. Et j'ai aussi beaucoup de pensées pour les athlètes que j'accompagne, sur les problématiques qu'ils ont, comment les aider à s'améliorer, le prochain rendez-vous avec eux, faire du lien, etc. Et en fait, je me perçois que depuis samedi, j'ai beaucoup moins pensé à tout ça parce qu'il y a des nouvelles pensées qui sont venues dans ma tête et qui ont été obsessives à propos de la compétition, du débrief de la compétition. Et je peux voir à quel point ce serait riche soit pour moi à ce moment-là de me faire coacher, mais surtout pour les athlètes de haut niveau que j'accompagne qui ratent une compétition et qui doivent ensuite retrouver un épanouissement ou se préparer le mieux possible à la meilleure compétition, à la compétition à venir. Je peux voir à quel point c'est important qu'ils arrivent à lâcher ce truc-là pour pouvoir être dans le moment présent. Sinon, par exemple, si tu retournes skier et que tu es encore en train de penser à ta ligne, t'es pas dans le moment maintenant, là, en train de faire ta technique de ski maintenant. Et donc, cet aspect, gérer les pensées avant, après la compète, je pense que c'est absolument essentiel. Et à mon avis, c'était déjà quelque chose qui est très présent en basket, parce qu'en basket, t'as des moments de jeu, tu vois, t'as ce lancer franc que t'as raté, il y a ce tir en course, cette passe que t'as pas bien faite, etc., qui peuvent te rester en tête. Mais là, comme c'est une ligne sur une face que tu connais pas et qui a différents moments bien distincts, tu vois, il y a le haut, puis il y a le saut qui est un peu en haut, puis il y a le truc d'après, le truc d'après jusqu'en bas, etc. Tout ça, ça peut vraiment te rester dans la tête longtemps. Et juste maintenant d'avoir plus de clarté là-dessus, je pense que ça m'aide tellement à accompagner les athlètes qui font face à ça. Et ça soulève l'importance justement d'être capable de mettre derrière soi le passé pour aller se diriger vers la prochaine compétition. Et donc moi j'ai très envie de faire ça, puisque j'ai d'autres compétitions de freeride qui vont arriver cet hiver. J'ai décidé que pour progresser en snowboard, ce que j'en avais envie, et surtout pour progresser comme coach mental, c'était intéressant de vivre ces expériences difficiles-là. Et j'ai envie de vous demander, là, j'ai fait ce débrief de la compétition, c'est un peu intimiste pour moi, hein, c'est bizarre de raconter tout ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui le font, il y a assez peu d'athlètes de haut niveau notamment, et même s'il y en a de plus en plus qui se mettent à parler de leur mental, et je trouve ça génial. Dites-moi si cet épisode ça vous a plu, si vous avez envie que j'en refasse des comme ça, ou si pas du tout, hein, comme ça je garderai pour moi ce qui est à moi. Mais si ça a été utile, franchement, dites-le moi sur Instagram, à Nathan Delacoste, ou sur LinkedIn, ou bref, écrivez-moi, ça sera vraiment très aidant, avec le temps que j'ai passé à enregistrer ça pour vous et à l'écrire. Dites-moi si ça vous a plu. Et pour terminer cet épisode, je terminerai avec l'idée suivante. Vous savez, au moment où j'étais en haut de la face, avant le départ, quand il y avait 30 minutes d'attente là, et que j'étais là-haut, et que je voyais la pente glacée, le truc raide, les rochers qui étaient là, et mon heure qui approchait, je me disais, waouh, je crois que j'ai jamais été aussi stressé de ma vie. C'est amusant parce que ça m'arrive plusieurs fois de penser ce truc-là. La dernière fois que ça m'était arrivé, je pense que c'était sur le bateau quand j'ai été faire de l'apnée. Et j'avais peur de pas survivre à ce truc. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'à ce moment-là, quand tu vis ce truc qui est hyper stressant, tu peux, le reconnecter à des situations que tu as vécues dans lesquelles, en fait, ça allait. Et moi, par exemple, j'ai déjà ressenti la même sensation, tu vois, dans le corps, c'était représenté de la même manière. Cette espèce de tension, d'excitation à la fois, et en même temps de truc trop fort qui est présent.
ça m'a rappelé les conférences que j'ai fait, par exemple des conférences devant des scènes de 100, 150 personnes, où j'allais être le seul à parler pendant 1h30, les gens viennent me voir, etc. Et ces conférences-là se sont si bien passées que ça m'a aidé dans ce moment-là à me reconnecter à « Ah ok, bah si tu ressens la même chose, c'est complètement ok ». Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir été capable de reconnaître ce stress en moi et de pas le voir comme un truc qui est mauvais et qu'il faut supprimer, mais plutôt comme, même si c'est désagréable, comme une expérience qui est complètement ok à vivre et intéressante. En mode, ah tiens, c'est fou, t'as décidé de participer à cette compète de freeride et du coup, tu t'es créé les conditions pour pouvoir vivre un moment émotionnel si intense. Si j'étais resté chez moi, ou même que j'étais allé faire des pistes et que j'avais pas participé à cette compétition, ben, j'aurais pas vécu ça, j'aurais pas été autant confronté à moi, j'aurais pas eu cette espèce de tourbillon intérieur. Et à ce moment-là, bah, un peu comme pour un athlète en sport d'endurance qui, quand il a les jambes qui brûlent, il se dit « Ah, c'est bon, là, je suis en train de bien travailler, je vais développer mes mitochondries, ma VO2 max et je vais être de plus en plus performant. » Tu vois, l'athlète de sport d'endurance, il est content de se faire souffrir parce que il sait que ça va lui apporter des choses. T'inquiète, le crossfitter aussi, hein, c'est pas que en endurance. Et donc, à ce moment-là, moi qui suis en train de vivre ce truc, eh ben, j'arrive à empêcher que ça s'amplifie et que ça devienne ingérable parce qu'au lieu de me dire il y a vraiment un problème avec ça, juste en mode oh, c'est fou quand même d'être aussi stressé, non? C'est marrant il y a une pente raide devant toi et toi en même temps t'es là et tu te sens mal parce qu'il y a ça devant toi, puis il y a la compétition, puis il y a les juges là-bas au fond de la face qui te regardent. Et en même temps, tu sais, d'avoir ce niveau où je suis à la fois très à l'intérieur de mon corps en train de vivre la scène, et heureusement il y a ça, parce que quand t'as le snowboard au pied, il faut être à l'intérieur de ton corps, et en même temps d'avoir de la distance par rapport à moi-même, d'être en position méta, et bien tiens, c'est assez amusant quand même cette situation. Et l'alternance entre les deux, eh ben, permet, je pense, de se sentir mieux. Et peut-être que certains d'entre vous se diront, ouais, bah, Nathan, tu nous fais croire que t'étais bien mentalement et que t'as bien géré le truc, mais quand même, t'as galéré ton run. Je comprends que vous puissiez penser ça. Et en même temps, dans la performance, il n'y a pas que la dimension mentale. On peut imaginer dans un sport extrême que quand t'es pas très entraîné sur la dimension technique, et ben ça aussi, tout simplement, ça puisse causer des problèmes. Et je pense que dans mon cas, bah, c'était le cas justement, puisque sur ce niveau-là de pente et cette qualité de neige-là, et ben j'étais pas très entraîné. Et donc je pense que c'est ça qui m'a aussi bien fait galérer, malgré le fait que j'ai eu l'impression mentalement d'être bien. Et ça, ce sera sûrement un atout pour les prochaines compètes. Mais je retiens cette histoire de choisir ce sur quoi je suis prêt à rater et peut-être d'avoir une définition plus large de ce truc-là pour éviter d'être prêt à rater que mes backflips et sur les autres, d'avoir le niveau d'exigence de bah, vas-y, faut pas tomber. Je pense que ça m'aidera beaucoup. Et donc, j'ai envie que tu te demandes, toi, qu'est-ce que tu dois changer dans tes perceptions pour que bah, ça s'améliore, tout simplement. Allez, dis-moi si cet épisode t'a plu ou non. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode de Obsession Progression, dans lequel, sans doute, je ne parlerai pas de moi, mais des athlètes de niveau international que j'accompagne, avec la confidentialité, évidemment. Au plaisir de vous retrouver. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!